Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous du projet Voix de paix qui s'intéresse aujourd'hui aux dangers que peuvent engendrer les rumeurs autour de la Covid-19. En effet, les rumeurs entretenues ont toujours eu des impacts négatifs, pire dans un contexte d'insécurité comme c'est le cas depuis quelques années pour notre pays. Les fausses informations véhiculées à travers plusieurs canaux de communication contribuent à manipuler et à frustrer davantage des personnes déjà très vulnérables, poussant d'autres vers la radicalisation. Et très souvent, cette radicalisation peut facilement conduire, si on en prend garde, à ouvrir le boulevard pour que les groupes extrémistes aux aguets fassent de la récupération et exploitent la situation pour recruter et les utiliser. Pour en parler, nous avons dans ce studio le professeur Ader Abel Goda. Il est enseignant à l'université de Maroua. Il est en même temps le coordonnateur du groupe de recherche sur les dynamiques sociales et politiques. Nous avons également autour de notre table le docteur Bana Barka, enseignant également à l'université de Maroua. Il est spécialisé en éducation en situation d'urgence. Et autour de notre table, nous avons Madame Moussa Ouma. Elle est secrétaire du réseau des femmes de la région de l'extrême nord. Pour planter le décor, chers téléspectateurs, je vous invite à regarder quelques avis des populations sur les dangers de rumeurs captés par nos reporters. Je crois qu'il y a un manque d'information ou une mauvaise information. En cela, il faudrait intensifier la campagne d'information. L'ignorance est la porte ouverte à toutes les gaffes, parce que si on ne connaît pas, même comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi, là-dessus, quand on ne sait pas, on ne fait que s'enfoncer. Les rumeurs peuvent radicaliser les jeunes dans la mesure où un jeune qui croit vraiment en sa religion, maintenant il se retrouve empêché de croire maintenant à ce que sa religion dit. C'est devenu comme de pile ou face ou. De ce côté, il parle de religion, de ce côté, il parle du Covid. Donc, du coup, il se retrouve perdu. C'est vraiment difficile pour nous-mêmes, les jeunes, de se retrouver dans cette situation-là. Concernant les femmes, vu les rumeurs qui ont couru concernant la dite maladie, elles ont vraiment été empêchées ou avec les mesures barrières, elles se sont retrouvées empêcher ça, c'était difficile vraiment pour elles de pouvoir faire ce qu'elles voulaient. Du coup, ça risquerait les rendre radicales. Oui, les rumeurs peuvent favorablement radicaliser les personnes vulnérables. Si nous prenons du côté des jeunes, ces jeunes-là, à travers ces rumeurs, peuvent facilement interpréter le message envoyé. Oui, les rumeurs peuvent favorablement radicaliser les personnes vulnérables. Si nous prenons du côté des jeunes, ces jeunes-là, à travers ces rumeurs, peuvent facilement interpréter le message envoyé par les autorités gouvernementales pour se radicaliser. Il y a aussi le manque d'informations, comme nous avons l'habitude de le dire, au niveau de l'information, au niveau de la communication de Covid. Il y a eu des manquements à tous les niveaux. Il n'y a pas des informations sûres, des informations fiables qui viennent des autorités compétentes. Vous venez de regarder avec nous quelques réactions captées par nos reporters. Professeur, quelle analyse faites-vous des réactions de ces habitants? C'est simplement, je peux dire en résumé, ce que l'OMS même a dit et a donné comme nomenclature de ce qui se passe, ce qu'il a appelé l'infopandémie. Alors c'est vraiment cette infopandémie qui a amené à penser
que nous étions au bord du gouffre, à empêcher véritablement de faire ce que nous avions l'habitude de faire et déjà qui n'était pas dans une situation favorable. Donc tout cela ne pouvait que amener les uns et les autres à s'interroger. Vous avez vu les jeunes qui disent nous-mêmes nous ne savons que faire. Alors la force de s'interroger, de ne savoir que faire, c'est de faire ce que nous devons faire contre vents et marées. Et là, nous pouvons justement tomber dans la radicalisation. Madame Moussa Ouma, quelle analyse faites-vous des différentes réactions des intervenants? Nous comprenons que l'avènement du Covid a changé le mode de vie de la population, surtout le respect des mesures barrières édictées qui s'avèrent obligatoires devant les édifices. Avant l'accès à un bureau, il faut se laver les mains et quand vous ne respectez pas, vous êtes rabroué. Et ça fait que les gens se renferment sur eux et prennent des décisions qui pourraient ne pas être bonnes. Merci beaucoup, madame. Docteur Banabanka, quelle analyse faites-vous de ces réactions? Oui, j'ai été particulièrement marqué par l'intervenant qui abordait la question dans le domaine religieux. Il disait que les mesures barrières ou bien les mesures qui ont été édictées suite à cette pandémie exigeaient par exemple que dans la communauté musulmane, le rythme ou la manière avec laquelle les gens prient ait connu une sorte de adaptations qui n'étaient peut-être pas souhaitées. Et donc je note tout simplement qu'il y a eu un déficit d'information et que cela a créé une sorte d'inquiétude. Cela a nourri le sentiment de peur que certains pouvaient déjà avoir par rapport à la pandémie qui s'étendait. Et donc, lorsqu'elle touchait déjà le domaine religieux, les gens pouvaient être sensibles, exposés à tout discours qui aurait orienté leur compréhension dans un sens plutôt que dans l'autre. Professeur, selon vous, qu'est-ce qui crée ces rumeurs sur la gestion de la Covid et qui contribue à frustrer davantage, voire radicaliser les jeunes et les femmes, etc.? Moi, je crois que les rumeurs viennent toujours dans un espace où l'information n'est pas accessible. Quand vous avez un blackout sur l'information officielle, vous voyez, chacun va de sa bonne intention, il dit ce qu'il veut dire et comme il peut le dire. Et vous savez que nous vivons aussi dans un monde où nous avons des précédents. La question des maladies et autres, vous avez le sida et autres, vous connaissez bien comment on avait donné le nom au sida, un syndrome inventé pour décourager les amoureux, et ainsi de suite. Donc vous voyez, et s'il n'y a pas une communication qui accompagne une telle crise, alors chacun ira de sa manière de dire. Et c'est ce qui a amené justement à cette communication défectueuse. Et d'ailleurs, je veux aussi ajouter que ça a été même, dans certains cas, c'est certains gouvernements qui ont favorisé même cette rumeur. Nous connaissons bien ce qui s'est passé en Tanzanie avec le président Magufuli et bien d'autres. Donc, quand les États eux-mêmes entraient dans ce mode de discussion, on va montrer que la maladie était encore, ça ne pouvait que donner du fil ou alors du ferment à tous ceux qui sont dans toute la théorie du complot dont nous connaissons, qui n'attendent que des moyens comme ça. Donc c'est le manque de communication véritable au-dessus qui a entraîné toute cette rumeur. Merci beaucoup, professeur. Docteur, qu'est-ce que vous avez ajouté à la réponse du professeur? Je fais mienne les réflexions qu'il a émises au sujet du déficit d'information. Les rumeurs naissent dans un contexte où il y a justement ce déficit-là. Lorsqu'il n'y a pas une parole officielle ou bien lorsqu'il n'y a pas une voix autorisée pour édifier les populations sur ce qui est en train d'être arrivé, évidemment, c'est celui qui parle le plus fort qui est suivi, c'est celui qui parle le plus longtemps. Donc, il y a d'abord, ça c'est la première cause, le déficit d'information. Et il faut dire également qu'il y a eu un manque de surveillance dans les réseaux sociaux au début
et sur les médias. Parce que autant il est important de veiller en fournissant des informations pertinentes sur la pandémie, autant il est important pour un État de surveiller la circulation des discours qui se construisent autour de la pandémie. Et de ce point de vue-là, donc, le phénomène étant nouveau, on a donné la parole à beaucoup de personnes qui se sont exprimées et qui parfois ont fait valoir beaucoup plus leurs craintes que ce qui était réel, ce qui était la réalité. Et dans les rumeurs, par exemple, si vous interrogez un chef religieux qui est frustré du fait que l'État s'ingère dans la manière dont il organise son culte dans la maison. Si vous interviewez un fidèle qui s'apprêtait à aller à la Mecque et qui voit cette possibilité annulée parce qu'il y a de nouvelles barrières sanitaires, évidemment, cette personne peut être tentée de rendre public les théories conspirationnistes qui expliquent pour lui le fait que, par exemple, l'État s'ingère dans sa manière de prier ou bien que l'État ne lui permette pas d'aller dans les mêmes conditions qu'autrefois effectuer son pèlerinage. Donc, en gros, les rumeurs naissent parce qu'il y a un déficit dans la veille, c'est-à-dire le fait de fournir des informations pertinentes, et qu'il y a un manque de surveillance dans les médias. Madame, quel est votre avis sur cette question? Oui, par rapport aux rumeurs, les rumeurs prennent place quand il y a un vide de la vraie information. Donc, pour que elles ne prennent plus le dessus, il faudrait vraiment mettre à la disposition du grand public la vraie information pour prendre le dessus sur les rumeurs. Mais quelles sont ces rumeurs qui sont susceptibles de créer ces frustrations, selon vous? D'après ce que nous entendons, le Covid, c'est une invention des laboratoires, c'est une maladie émergente sortie des laboratoires. Pour certains, pour d'autres, c'est une invention pour décimer la population asiatique et africaine afin de s'emparer de la richesse du sous-sol africain. Pour d'autres encore, les vaccins qui sont mis à la disposition contre le Covid seraient pour rendre stérile la population, voyez-vous. Et lorsqu'à côté de cela, il n'y a pas la vraie information qui renseigne, et qui explique sur le Covid, nécessairement. Docteur, qu'est-ce que vous avez à ajouter? Oui, en plus de ces différentes rumeurs, on peut citer la rumeur, par exemple, qui présente la pandémie comme un moyen qu'auraient trouvé certaines grandes organisations pour effectuer une sorte de contrôle social, contrôle des mentalités à l'échelle mondiale. Et donc le Covid, le virus, ne serait que l'élément minime qui a été trouvé pour maîtriser le macro. Voilà, donc ça c'est par exemple un élément, une rumeur qui vient des milieux conspirationnistes. Mais pour prendre une rumeur bien concrète qui a circulé, c'est que les Blancs ou alors les Nassara voulaient à travers le Covid empêcher à la communauté musulmane d'effectuer ses cultes comme elle le souhaitait. Voilà donc par exemple deux types de rumeurs qu'on a pu enregistrer. Alors, oui, déjà les autres ont déjà pratiquement dit ce qui tourne autour de cette crise, mais il faut aussi ajouter le côté finance internationale. Pour beaucoup plus de jeunes, ils estiment que bon, c'est la finance internationale qui s'y est mise, n'est-ce pas, dans cette maladie pour enfin finalement soit donner des médicaments ou des vaccins qui seront à prix d'or. Et nous connaissons, si vous voyez aujourd'hui la guerre entre les laboratoires et autres, ça peut, entre guillemets, leur donner raison, que c'était en fait quelque chose programmé pour pouvoir justement tirer, parce qu'on cite des noms, des gens qui ont mis de l'argent pour préparer un vaccin, où les vaccins étaient déjà soi-disant déjà préparés pour une crise. Donc, voilà. Donc, ajouter à tout ce que les uns et les autres ont dit, c'est assez d'éléments qui amènent justement à cette rumeur sur cette maladie. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il conviendrait de faire pour éviter que les rumeurs ne prennent le dessus sur les vraies informations? Alors,
Ah oui, sur les vraies informations. Le docteur Bana disait que c'est celui qui parle fort, bien, et qui utilise assez de moyens pour diffuser son information qui réussit. Alors, ça signifie que la communication devrait d'abord être véritablement pensée et adaptée aux différentes couches de la population. Qu'est-ce que les jeunes pensent, comment ils conçoivent, vous voyez un peu. Oui. Donc, il faudrait une communication, je ne sais pas, dynamique, qui s'adapte avec les circonstances, la manière dont on comprend les phénomènes. Et il faut savoir qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, il suffit qu'un mouvement à Washington, à Paris, aujourd'hui, écrit quelque chose, c'est partagé dans le monde immédiatement, un peu avec le système Twitter et autres. Donc vous voyez que cette vitesse dont l'information, la rumeur circule, de même, il faudrait que les gouvernements et toutes les organisations de bonne volonté qui doivent prêcher la bonne information devraient utiliser les mêmes canaux. C'est un peu ça. Et après, bien entendu, toutes les organisations, les réseaux sociaux et autres qui sont convaincus de la bonne information devraient aussi agir en backstage auprès de la population. Madame, à l'issue de ce que le professeur vient de dire par rapport à cette question, ce qu'il conviendrait de faire pour éviter que les rumeurs prennent le dessus sur les vraies informations, qu'est-ce que vous avez ajouté? Il faudrait beaucoup de sensibilisation de la population, beaucoup de sensibilisation, beaucoup de campagnes, beaucoup d'éducation, utiliser les canaux d'information les plus crédibles pour atteindre la grande partie de la population. Docteur? Oui, il faudrait peut-être signaler déjà parfois aux personnes qu'il y a un dispositif pour signaler et lutter contre les rumeurs. Lorsque vous êtes par exemple sur Facebook et qu'il vous arrive tout simplement de saisir le mot Covid, immédiatement il y a des bulles qui s'affichent, il y a des fenêtres qui ont pour but de vous orienter vers la bonne information. Voilà, bon, peut-être certains voient ces fenêtres sans se rendre compte qu'en fait c'est un dispositif mécanique qui est censé les accompagner dans la recherche de la bonne information. Je dirais également que les cellules de communication peuvent être beaucoup plus proactives. Il ne suffit pas, de donner la bonne information, mais on peut également faire l'effort de déconstruire les rumeurs qui sont émises. Je prends l'exemple d'une rumeur qui avait été émise au début de la pandémie, pendant que le ministère de la Santé disait qu'il fallait porter les masques, il fallait respecter la distanciation sociale. Il y a une rumeur qui est née dans la communauté musulmane et qui disait que il suffit pour se préserver du Covid, d'ouvrir son Coran à la sourate Bagara, à la sourate 2, et que si vous cherchez bien dans les pages, vous allez trouver un cheveu. Vous prenez le cheveu, vous le buvez et vous serez préservé de la maladie. Cette rumeur a circulé dans les pays du bassin du lac Tchad. Elle est venue également ici au Cameroun. Et certains internautes, certaines personnes qui ont été atteintes par cette rumeur prenaient leur Coran, vérifiaient et trouvaient justement un cheveu. Personne ne se rendait compte que, enfin pas beaucoup de personnes ne se rendaient compte qu'il s'agissait de leurs propres cheveux puisqu'ils lisaient leur Coran. Il a fallu que certains leaders religieux leur disent que mais trouver un cheveu dans un livre que vous êtes habitué à lire n'est qu'une chose naturelle. Et voilà, et donc cette rumeur était le résultat d'une tentative de manipulation. Et donc il y a eu des prêches qui ont été faits dans ce sens-là. Et au bout d'un certain temps, peut-être 1 ou 2 semaines, tout le monde s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un fait. Donc les cellules de communication peuvent être proactives dans le sens où elles peuvent identifier les rumeurs et proposer donc un discours qui est déconstruit ou bien une version plus crédible. Si vous permettez, justement, je vais aller dans le sens de ces discours. Il y a ces derniers temps une vidéo qui passe disant que ceux qui se sont fait vacciner contre le Covid, le téléphone s'est aimanté. Alors, mais
il y a deux possibilités de voir. Et pour déconstruire ça, c'est simple, mais il faudrait justement qu'on le fasse. Parce qu'il suffit que vous avez un peu de la sueur, vous mettez, même là où vous n'avez pas vacciné, ça reste. Mais moi, j'ai fait des vaccins. Hein, et le vaccin même entrevient contre où il y avait beaucoup de rumeurs, AstraZeneca, pour ne pas faire la publicité. Mais je n'ai pas, quand je le dépose, ça ne reste pas. Mais plutôt quand j'ai un peu de la sueur, je mets de deux côtés, mais ça reste. Alors donc il suffit justement, ne pas simplement dire que le vaccin est bien, mais montrer que ce que les autres disent contre les vaccins n'est pas vrai aussi. Donc une contre-campagne, si je peux dire. Merci beaucoup, professeur. Et qu'est-ce que vous proposez à ces jeunes, à ces jeunes et femmes, chaque fois quand il y a des rumeurs? Chercher la bonne information. Bon, c'est vrai, quand on dit chercher la bonne information, souvent on est rapidement prêt, proactif, disons, dès qu'on a l'information, c'est l'information bonne, surtout qu'on essaye de l'illustrer. Je parlais des cas de vaccins avec des images et ainsi de suite, et des gens qui disent, bon, en fait, c'est vrai, qu'est-ce qu'ils doivent faire quand ils sont là? Simplement leur dire que, attention, il faut toujours prendre tout avec pincette. Ce n'est pas tout ce qui nous vient d'ailleurs, tout ce qu'on dit qui est la bonne information. Bon, maintenant, ceux qui sont habitués aux réseaux sociaux dans les petits groupes, on les apprend un peu comment détecter la mauvaise information. Il y a des liens, ainsi de suite, tous ceux qui sont habitués des réseaux sociaux. Bon, peut-être qu'il faut continuer dans ce sens, mais maintenant, dans les communautés, comment faire? Il faut vraiment la parole gouvernementale avec les autorités. En fait, quelquefois, on dit qu'ils sont tous mouillés. Donc, il faudrait au moins que la société civile, qui a au moins celle qui est encore écoutée dans les communautés, les organisations de la société civile, les ONG et autres, ils sont vraiment écoutés parce qu'ils apportent quelque chose. Eux, au moins, s'ils peuvent apporter la bonne information, là, ça pourrait peut-être encore aider à déconstruire toutes ces mauvaises... Madame, vous qui êtes de la société civile, qu'est-ce que vous pouvez apporter? Et que la société civile elle-même doit d'abord mettre à la disposition de la population la bonne, la vraie information. Et celles qui sont censées recevoir l'information doivent vérifier, se renseigner, chercher d'abord la bonne information avant de la diffuser. Oui. Merci beaucoup, madame. Docteur, qu'est-ce que vous avez ajouté? Qu'est-ce que vous proposez chaque fois quand il y a des rumeurs en circulation? Des rumeurs en circulation, que ce soit pour le Covid ou bien pour toute autre chose. Toute personne qui est exposée aux médias a le devoir de se former, c'est-à-dire de se rendre capable d'interpréter tout ce qu'il peut recevoir là. C'est un devoir que certains groupes, comme l'a dit le professeur Goda, essayent déjà de faire. Sur Facebook, par exemple, il y a un groupe qui essaye de donner des clés de lecture aux internautes. Comment vérifier une information, comment faire ce qu'ils appellent le fact-checking, etc. Donc, il y a un ensemble de réflexes qu'on essaye de faire naître chez l'internaute moyen. Donc, c'est peut-être ça qu'il faudrait recommander. De l'autre côté, les États également pourraient faire, notre État par exemple, pourrait s'inspirer de ce qui a été fait ailleurs. Le professeur Godala dit tout à l'heure, ceux qui gardent encore une certaine crédibilité, ce sont les leaders religieux par exemple. Eux, on les croit, sans qu'ils aient besoin de prouver quoi que ce soit. Oui. Dans certains pays, on a essayé donc de former ces personnes-là, de leur donner tous les détails concernant la maladie, la pandémie, les mesures qui sont prises. Une fois que la compréhension du phénomène a été renforcée, on a également pu noter que les informations que ces personnes pouvaient donner dans leur communauté étaient mieux acceptées. Voilà, parce que au début de la pandémie, personne ne connaissait le Covid. Oui. L'homme, l'internaute, tout comme l'imam ou bien le prêtre. Donc, quelque part, il y a une nécessité à former les personnes dont la parole est crédible à comprendre le phénomène. Merci madame, merci messieurs. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous venons de faire le tour d'horizon avec nos invités ici en apportant des éléments et des arguments sur les dangers que peuvent engendrer les rumeurs autour de la Covid-19. Il est donc important de ne pas céder aux rumeurs. Mieux, il faut vérifier les informations avant de les partager avec les autres, car les conséquences des fausses nouvelles contribuent à manipuler
et frustrer des personnes déjà très vulnérables, poussant certaines vers la radicalisation. Nous avons eu autour de notre table le professeur Ader Abel Goda. Il est enseignant à l'Université de Maroua. Il est le coordonnateur du groupe de recherche sur les dynamiques sociales et politiques. Merci beaucoup, professeur. Merci. Nous avons également eu autour de notre table Madame Moussa Ouma. Elle est le secrétaire du réseau des femmes de la région de l'Extrême Nord. Merci beaucoup, madame. Merci. Et enfin, nous avons eu le docteur Bana Barka, qui est également enseignant à l'Université de Maroua. Il s'est spécialisé en éducation en situation d'urgence. Merci beaucoup, docteur. Merci. Chers téléspectateurs, merci d'avoir été de nôtres.